Au programme aujourd'hui, nous allons parler de climat social, d'état social de la France. Nous allons peut-être même parler d'histoire des mouvements sociaux, décrypter l'actualité et se livrer peut-être aussi à de la prospective concernant justement l'état social de notre pays. Alors, avant de présenter notre intervenant de Nicolas, petit point habituel sur l'actualité du cercle, comme d'habitude. Alors, nous avons toujours les rendez-vous du lundi, tous les lundis, c'est dans le titre, sauf les lundis fériés. Attention, il y en a beaucoup qui arrivent, donc ne vous faites pas avoir. L'adresse est au 10 rue Croix des Petits Champs. Il y a une conférence lundi qui arrive, donc allez sur le site du Cercle pour ceux qui ne connaissent pas nos événements. Euh, je ne sais plus quel est le titre de cette conférence, mais n'hésitez pas. Nos portes sont ouvertes et il y a même un petit apéritif à la fin. C'est toujours très convivial. Aussi, les émissions Twitch continuent, hein, bien sûr. Demain, il y aura le classement des grands hommes par François et Julien. Je crois que c'est à 20h. Donc, mettez votre alarme. Euh, Au niveau du soutien au cercle, abonnez-vous à la newsletter, c'est 100% gratuit. Pour cela, allez, vous pouvez vous rendre sur le site du cercle, vous pouvez vous rendre aussi sur la librairie du cercle. Vous pouvez voir aussi les recrutements que l'on a formulés. Nous recherchons, je crois, un graphiste, un chargé des expéditions, un chargé des conférences, justement, et deux, trois autres postes, je ne sais plus lesquels exactement. Donc, je vous enjoins à vous rendre sur le site. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. C'est la manière la plus directe et la plus, j'ai envie de dire, avantageuse pour nous de nous encourager tout simplement à fournir du meilleur contenu. Donc voilà, et aussi, dernier point, n'oubliez pas de laisser vos meilleures questions dans le chat. S'il vous plaît, pas des pavés parce que j'ai les yeux rivés dessus et pour les reformuler, c'est insupportable. Donc, vos meilleures questions dans le chat et je les lirai, soit au fur et à mesure de l'interview, soit à la fin, comme d'habitude. Alors, Denis Collin, bonjour, bonsoir plutôt. Comment ça va aujourd'hui, Denis? Ça va bien, il fait beau, hein. C'est le premier jour de beau temps depuis longtemps, donc en profiter. Alors, Denis, vous êtes philosophe, vous êtes un ancien enseignant, aujourd'hui à la retraite, et vous êtes Oui. auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous écouter parler du climat social dans les dernières années. Euh, Avant de passer à la première question, pouvez-vous un petit peu vous décrire, vous présenter à nous et à nos auditeurs? Ah oui, c'est difficile ça. Oui, je suis philosophe, vous avez raison, c'est l'essentiel des occupations intellectuelles, c'est la philosophie. Euh, Même si je ne suis plus professeur en activité, hein, encore que je continue d'essayer de faire de la philosophie avec les gens qui sont intéressés. Euh, oui, je crois que même c'est le principal. J'ai beaucoup milité politiquement dans diverses organisations. Euh, Bon, je n'ai pas de regret particulier de ce côté-là, mais le plus important, je crois, c'est la philosophie. Voilà. Alors, où je me situe philosophiquement, comme tous les philosophes, hein, je n'appartiens pas à une école particulière. Disons que je suis un élève de Marx, tout d'abord. D'accord. C'est quand même chez Marx que j'ai trouvé une bonne partie de ma formation. Ce qui ne veut pas dire que je suis marxiste. Parce que j'ai tendance à croire, comme Michel Henry, qui est un philosophe qui m'a beaucoup influencé, que le marxisme est l'ensemble des contresens faits sur Marx. Voilà. Exactement, Donc, oui. je ne suis pas marxiste, mais je pense que Marx reste un des philosophes majeurs, et surtout peut-être un philosophe majeur pour comprendre notre époque. Notre époque. Il y a d'autres philosophes dans les temps anciens qui restent chers à mon cœur, mais pour notre époque, je pense que c'est Marx qui est encore le plus pertinent et celui dont la vue à long terme a été la plus perçante. Hein. Je ne sais pas si on essaie de juger une pensée à sa capacité à voir l'avenir. Je pense que Marx fait partie de ceux qui l'ont vraiment saisi. Voilà. Autrement, bah, je suis plutôt un républicain, c'est-à-dire je défends une position républicaniste.
en philosophie politique. Je m'inspire de Machiavel, de Harrington et de toute cette tradition du républicanisme. De temps en temps, je me définis comme un communiste républicain ou comme un socialiste libéral, ce qui ne me gêne pas du tout. Bien que le mot ait pris un autre sens en France aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des acquis libéraux à défendre, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales, tout ça, c'est intangible pour moi. Et si on veut les défendre sérieusement, on ne peut pas les défendre dans le cadre d'un système où le pouvoir est concentré entre quelques mains. Je crois qu'il faut un large partage du pouvoir pour que la liberté puisse exister. Et donc, il faut un maximum d'égalité. Voilà, c'est pas très compliqué. Je crois que c'est là, entre le républicanisme et ma formation chez Marx, que je peux trouver la bonne articulation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein. Totalement, et justement, je vais totalement rebondir là-dessus avec une question du chat, justement, de Duke 119 09 71. Dans quelles organisations avez-vous milité? Ah, moi, j'ai longtemps été trotskiste. Voilà. Un petit peu tendance Ligue communiste, ça s'appelait comme ça de mon temps, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis déjà un vieux. Pas mal de temps, j'ai été ce qu'on appelait lambertiste, voilà. Et puis après, j'ai un peu quitté ces organisations. J'ai tenté de faire ma pelote au Parti socialiste, au Mouvement des citoyens, et puis il n'y a plus rien du tout pour tout dire. Faute de trouver dans des organisations qui se vidaient progressivement de tout contenu, de trouver quelque chose qui soit intéressant, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau de vos travaux, de vos livres en l'occurrence, oui. Sur quel thème agissez-vous? Sur quel thème avez-vous écrit? Alors là, c'est beaucoup de choses. J'ai écrit pas mal sur Marx, quand même, faut bien le dire. J'ai fait un livre j'ai fait ma thèse de doctorat sur Marx. Hein. J'ai fait un livre qui s'appelle Comprendre Marx, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. J'ai refait récemment, en 2018, un livre sur Introduction à la pensée de Marx, aux éditions du Seuil. D'autres choses sur Marx, j'ai écrit un livre qui me tient à cœur, bien qu'il n'ait pas été très diffusé, qui s'appelle Le cauchemar de Marx. J'essaie de faire un peu le bilan de ce qui n'a pas marché, justement. Voilà, ça c'est la première direction. Autrement, j'ai beaucoup écrit sur la morale. J'ai écrit un livre qui s'appelle Morale et justice sociale. J'ai écrit Questions de morale. Je reviens régulièrement sur la morale. Et puis, j'écris aussi, parce que ça m'intéresse de très près, sur la philosophie des sciences. Voilà, il y a déjà assez longtemps un livre qui s'appelait La matière et l'esprit. Et puis récemment, j'ai publié un petit livre qui s'appelle Malaise dans la science. Et pour moi, c'est une question très importante. C'est l'évolution des sciences dans notre société qui m'inquiète beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus pour nous donner envie d'acheter le livre? Oui, alors, mon point de départ, c'est de constater que, au fond, les ambitions qui ont été celles de la science moderne, celles qui s'inventent avec Galilée, hein, disons, en un siècle de temps. L'essentiel, c'est fait de notre monde. C'est fait entre la fin du XVIe et le XVIIe. On parle à tout bout de champ, d'ailleurs, hors de propos de révolution scientifique. La vraie, elle s'est faite à ce moment-là. Depuis, on a rajouté des éléments, hein, on a construit des tas de choses nouvelles, mais la vraie révolution, elle se fait au XVIIe siècle parce que on change radicalement d'appréhension du monde. Voilà. C'est-à-dire que on va commencer à penser d'abord, que l'univers est connaissable par des lois mathématiques. Ça, c'est une idée qui n'avait pas traversé l'esprit des penseurs d'avant. Hein. Alors, on faisait un peu des mathématiques avec l'astronomie, ça c'est exact, mais que l'univers dans son entier relève de lois mathématiques, ça c'est une invention du XVIIe siècle. Hein. Voilà, c'est Galilée Descartes hein, qui invente cette histoire-là. Si les lois mathématiques gouvernent l'univers, du même coup, l'univers devient prévisible. Quand vous avez une équation, vous savez l'état de votre système à l'instant T, vous pouvez prévoir quel état il sera à l'instant T plus 1.
Et si l'univers devient prédictible, même peut-être plus que prévisible, prédictible, alors nous avons une possibilité d'agir qui est considérablement développée. Et c'est ce qui a fait la science du XVIIe siècle. C'est cette combinaison entre une nouvelle manière de penser l'univers et puis le lien avec l'action. Descartes qui dit, moi je veux faire une nouvelle philosophie qui soit pratique, dit-il, et qui procure les plus grands biens pour les hommes en soulageant la peine des hommes grâce à la mécanique, hein, et puis grâce à la médecine, nous garantira la santé qui est le plus grand de tous les biens. C'est-à-dire que Descartes, lui, pense que la science qu'il est en train de fonder est une science qui va avoir des effets considérables sur... Tout à fait raison d'ailleurs, hein, de ce point de vue-là. Alors, moi, je ne remets pas en cause ça me semble quelque chose de formidable. Ça a été une tentative de l'humanité de s'élever au-dessus d'elle-même, d'un certain point de vue, hein, qui mérite d'être loué. Voilà. Il y a quelque chose de sublime même dans cette tentative. Le problème, c'est que cette tentative, eh bien, elle s'est transformée en autre chose. Cette autre chose, c'est déjà Husserl qui en parlait dans la crise des sciences européennes, c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision émancipatrice de l'humanité à une science qui est purement instrumentale et qui n'a pas d'autre objectif aujourd'hui que de donner des instruments, alors des instruments d'action sur le réel, sur la nature, et des instruments de contrôle sur les hommes. Et c'est ce qui me chiffonne beaucoup par les temps qui courent, c'est cette utilisation de plus en plus de la science comme une technique de contrôle des hommes et de changement même de l'humanité. Je crains qu'il n'y ait dans les rêves les plus fous de la science moderne l'idée qu'il faut sortir de l'humanité. On a les transhumanistes, c'est pas simplement trois illuminés. Hein. Le transhumanisme, il existe dans des grosses sociétés comme Google, par exemple. Et puis vous avez des gens qui ont pignon sur rue, qui font des conférences, qui annoncent que on va devenir immortel. Carrément. Moi, j'ai pas envie d'être immortel. J'ai pas très envie de mourir tout de suite, mais j'ai pas envie d'être immortel. Voilà. Et puis on va changer l'homme. Il va devenir un homme zéro défaut, un homme conforme aux nouvelles normes industrielles. Voilà. Alors celui-là, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Je crois que c'est très dangereux. On est en train de construire une technoscience qui a une visée purement totalitaire. Voilà. Et c'est ça qui je trouve vraiment le plus inquiétant aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc évidemment un petit peu de prospective. Je vais pas trop vous lancer à ce sujet puisque sinon le livre n'a pas de raison d'être. Achetez le livre, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver sur internet très facilement. On va commencer, je pense, à rentrer dans le sujet, à part si vous avez quelque chose à rajouter sur non, parce qu'on devait parler du mouvement social. Donc, Oui, justement. Alors, première question relativement ouverte, relativement simple, j'ai envie de vous dire même. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du mouvement social que nous vivons, que nous voyons vivre, pour ceux qui n'y participent pas forcément? Alors, c'est complètement inédit. Hein. Je crois que même on a du mal à apprécier à quel point ce mouvement est inédit. C'est la première fois qu'un mouvement social a un soutien dans l'opinion de cette ampleur. C'est la première fois. En 68, il y avait énormément de grévistes, hein, mais dans l'opinion, les sondages d'opinion montraient que jamais le mouvement n'a été majoritaire. Jamais. Bon. En 1995, il y a eu un gigantesque mouvement contre le projet de réforme des retraites de M. Juppé, qui vient d'ailleurs d'avaliser, comme membre des conseils constitutionnels, le nouveau projet de loi. Bon, eh bien, il y a eu énormément de gens, il y a eu une grève, on a dit par procuration, parce qu'il y avait grève des transports. Le mouvement était très suivi, mais il n'a jamais été unanime. Par exemple, la CFDT n'était pas dans le mouvement en 95. La CFDT, ça avait coûté cher à sa secrétaire générale de l'époque, Madame Notat, la CFDT soutenait la réforme Juppé. Hein, et puis une bonne partie des intellectuels de gauche soutenaient la réforme Juppé. Monsieur Touraine, par exemple, soutenait la réforme Juppé. Et beaucoup de gens l'avaient soutenue. Donc il y avait une espèce de cassure qui s'était faite là. Et là, pas du tout. La CFDT, à la surprise générale, il faut bien le dire, est restée de bout en bout dans le mouvement.
de bout en bout. Elle avait voté d'ailleurs, le Congrès avait voté préalablement qu'ils étaient contre la modification de l'âge de la retraite, et Laurent Berger a suivi son mandat de Congrès. Je trouve que ça, c'était plutôt d'ailleurs une bonne surprise de ce mouvement. La CFDT, tous les syndicats sans exception. La CGC n'était pas le plus mou dans le mouvement, faut pas croire. La CGC, syndicat des cadres, était extrêmement opposé, et toujours extrêmement opposé à cette réforme. C'est-à-dire on a même une partie du patronat, notamment dans les petites entreprises, qui sont opposées à cette réforme. Autrement dit, on n'a jamais vu un tel mouvement d'opinion. Jamais. Et aujourd'hui, il y a une comparaison qu'on peut faire facilement. En 68, le général de Gaulle a dit, on va s'occuper du patron. Voilà, ça marche pas très bien, c'est pas grave. Oula. On va savoir qui est le patron, donc je fais des élections. Il fait des élections, il les gagne. Aujourd'hui, l'actuel président de la République ne fait pas d'élections. Pourquoi il ne fait pas d'élections? Parce qu'il est sûr de les perdre. Oui. C'est la vérité. Et regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il va se promener en Alsace. Il peut à peine parler. Il se fait huer partout. Il est obligé de raccourcir ses visites. Et lui qui aime bien les bains de foule parce qu'il aime bien tâter les prêts, ça lui est totalement impossible. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi, qui est une véritable haine. La haine. Et ça, c'est quand même pas fréquent. Je veux dire, les gens qui ont une longue habitude du militantisme, on n'aimait pas forcément nos adversaires. Mais bon, il y avait souvent un minimum de respect, malgré tout. Et puis, je sais pas, j'ai jamais vu de haine contre De Gaulle. Jamais. C'était bon, le grand Charles, ça suffit, oui, mais il n'y a jamais eu cette haine. Là, on a une haine qu'on n'a jamais vue nulle part. Et est-ce que vous pensez justement que c'est cette haine qui réunit autant de personnes et est-ce que c'est ça, en fait, qui fait que ce mouvement social est plus important que les autres d'il y a quelques années? Les Gilets jaunes, Alors, etc. je ne sais pas si c'est la haine, c'est qu'il y a des réactions qui se sont faites. Hein. Alors, en même temps, je vais quand même modérer l'activité, ça se réduit à des manifestations. Hein. On va faire un petit tour toutes les semaines. Pourquoi? Alors ça, c'est un deuxième aspect, c'est parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, on ne le dit pas assez. Beaucoup de gens ne vont pas manifester parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tout le monde a en tête les souvenirs des Gilets jaunes. Et personne n'a envie de prendre un coup de LBD dans le visage. Les yeux éborgnés, il y en a eu beaucoup, il y a eu des mains arrachées, il y en a encore un petit peu cette fois-ci. Les gens ont peur. Hein. Et vous demandez à beaucoup de gens pourquoi tu n'es pas allé manifester? Parce que j'ai la trouille, ils répondent. Ça, c'est quand même une nouveauté aussi. Alors, il y a une situation qui est très tendue. Alors, ceux qui se concentrent, évidemment, le mot, c'est les retraites. Hein, et évidemment, tout le monde se rend compte qu'on se moque du monde sur cette histoire de retraite. Enfin, c'est une gigantesque arnaque. On prétend qu'on va aller travailler jusqu'à 64 ans, alors qu'actuellement, il y a déjà les 2/3 des gens qui sont plus au travail entre 60 et 62 ans. Voilà. Ils sont soit au chômage, soit en invalidité, soit au RSA, mais on ne va pas les faire travailler les gens. Donc tout le monde se rend compte de ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien dans quel monde ils vivent. Hein, peut-être que nos dirigeants ne savent pas dans quel monde on vit, mais les gens ordinaires, ils savent dans quel monde ils vivent. Donc ils savent bien que cette réforme est une arnaque complète, et que le but n'est pas de nous faire travailler, le but, c'est de partir avec des retraites plus faibles, c'est-à-dire de faire des vieux pauvres. C'est ça le but de l'opération. Et ceux qui auront les moyens, pour éviter des vieux pauvres, ils souscriront à des assurances retraite complémentaires. Il y a déjà des tas de compagnies qui sont prêtes à prendre le marché. Oui. Hein, les amis du président, par exemple, hein, la société BlackRock, je ne m'abuse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui cristallise un mouvement qui remonte à loin, qui là maintenant a pris une nouvelle tournure. Je ne sais pas comment on va en sortir, hein, mais la tournure est très grave. Et qu'est-ce qu'a, du coup, enfin, c'est un peu relié avec ce que la précédente question, mais qu'est-ce qu'a de si particulier ce mouvement en particulier par rapport, encore une fois, aux Gilets jaunes
ou aux autres mouvements qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes. Ben, c'est unanimité, c'est ça qui est Ouais. la grande nouveauté. C'est le caractère massif. Alors c'est toutes les classes, hein, toutes les classes d'âge. On a dit les vieux, ils sont pour la réforme, c'est pas vrai. Si on va dans les manifestations, on s'aperçoit qu'il y a un paquet de gens qui ont les cheveux blancs, voire plus de cheveux du tout, et qui manifestent. Les vieux sont pas plus pour la réforme que les jeunes. Non, non, ça traverse toutes les classes d'âge et ça traverse largement aussi toutes les classes sociales. À part ceux qui sont contents du système, qui sont quand même pas si nombreux que ça, mais enfin, au total, ça fait quand même quelques millions de gens qui sont contents que ça marche bien. Macron est leur héros. Mais autrement, il y a un rejet massif de Macron. C'est un truc, moi, j'avais jamais vu ça, point. Voilà. D'accord. Et justement, s'il y a à ce point une unanimité derrière ce mouvement, pourquoi, au final, il n'y a pas réellement d'impact sur le poids total que cela, en fait, de cette Voilà. C'est là que on arrive au nœud du problème. Hein. Oui, Le nœud du problème, c'est quelle force politique peut ouvrir une issue à ce mouvement. d'accord. Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Aucune. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, selon vous? Alors, je ne sais pas ce qui manque, mais la plupart des forces politiques vivent dans le monde politique sur une base électorale qui est extrêmement faible. Les dernières élections, il y a 50% d'abstention. C'est-à-dire que les élus sont élus par quoi? Les bien élus, ils ont 25% des électeurs de chez eux. Voilà, ça fait pas beaucoup, ça. Donc, il y a une rupture qui s'est faite entre le monde politique et ceux que Guy lui appelle les gens ordinaires. Les gens ordinaires, eux, ils sont pas du tout dans ce monde-là. Voilà. Alors, l'ennui de cette rupture, c'est qu'il y a personne ne peut dire j'ai une solution. Personne ne, vous demandez aux gens, mais ils vous disent mais qui on va mettre à la place? Qui on va mettre à la place? Là, on va bien faire tomber Macron, mais on ne sait pas qui on va mettre à la place. Alors il y a le nouveau truc, c'est ouais, mais c'est Marine Le Pen qui va emporter le pompon. Marine Le Pen va pas emporter le pompon. Marine Le Pen, alors elle en profite pour l'instant du mouvement, semble-t-il, hein, d'après les sondages. Mais pour autant, Marine Le Pen n'a pas promis de rupture de quelque sorte que ce soit avec le cadre général politique. Elle est ralliée à l'Union européenne, elle ne dit rien sur nos aventures pro-ukrainiennes, par exemple. Elle est au fond, Marine Le Pen, elle occupe quoi? La position de la droite classique d'antan. Oui. Moi, je la compare à ce qu'étaient les républicains indépendants. Les indépendants et paysans pour les plus vieux, les indépendants et paysans, c'est des gens qui étaient plutôt conservateurs sur le plan moral, plutôt conservateurs sur le plan des idées sociales. Alors, du côté de Marine Le Pen, elle fait un petit effort. Il y a plus un caractère social, mais bon, tout ça, c'est pas pris très au sérieux. C'est ça qui est le problème. Bon. Mais justement, est-ce que, selon vous, est-ce que le point de bascule afin de réellement se faire entendre viendra du programme politique, donc d'un ensemble d'engagements qu'un parti ou qu'une organisation donnerait et qui soulèverait la foule, ou est-ce que cela viendrait d'une figure, je dirais, charismatique que l'on pourrait trouver comme ça, qui se détacherait du lot? Qu'est-ce que vous pensez? Je crois ni l'un ni l'autre. S'il y a un point de bascule, il se fera parce que quelque chose émergera, parce que la situation deviendra totalement intolérable. Ce qui n'est pas exclu. Si vous voyez, par exemple, l'augmentation des prix, il ne faut pas faire ses courses. Hein. Et quand vous savez que vos pensions ou vos salaires sont loin de suivre l'augmentation des prix, ça devient extrêmement difficile. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui dans une situation grave. Voilà. Bon, vous ajoutez à ça la situation de l'ensemble des services publics, qui est quand même une catastrophe, hein, je sais pas. Moi, j'habite dans la campagne, là, je suis en train de chercher un dentiste. J'ai pas de dentiste à moins de 100 km. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, voilà, 100 km. Et encore, je suis pas sûr de le trouver, mais enfin bon, j'ai peut-être une chance d'en avoir un à 100 km. Le système de santé est dans un état lamentable. L'école est dans un état catastrophique.
hein. Je sais bien que, comme d'habitude, on a truqué les notes. Hein, c'est-à-dire là, le ministère a organisé sur la base de ce bac qui est déjà presque entièrement passé au mois de mars, hein, ce qui fait que la plupart des élèves ne font plus rien maintenant d'ici le mois de juin. C'est vraiment incroyable cette histoire. Mm. Bon, eh bien, le ministère a décidé de remonter les notes. Hein. Beaucoup de professeurs ont vu que leurs notes ont été bidouillées. Pourquoi? Parce que on va donner un examen qui est un chiffon de papier aux étudiants en espérant que ils seront contents. Mais ça n'empêche pas que l'école est dans un état lamentable. Hein, l'école et l'ensemble des services publics. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui se grippe dans ce pays. Plus rien ne marche vraiment. Ce n'est pas essayer de prendre le train. C'est compliqué de prendre le train maintenant. Et vous parliez là il y a 1 ou 2 minutes de il faut que quelque chose se passe au vu de la Ouais. situation. Concrètement, à quoi ça ressemblerait? C'est quelque chose qui se passerait? Ah ben ça, c'est le propre des grands mouvements historiques, c'est qu'ils ressemblent à rien, parce qu'on avait Exactement, pas. ouais. Ouais. Bon, je me débine un peu là. Non, Ça justement, c'est répond pas intéressant à d'en votre parler, question. c'est intéressant d'en parler. Mais euh, par exemple, qui aurait imaginé les gilets jaunes? Personne. Les gilets jaunes, ils sont partis avec deux idées simples. Tout le monde a un gilet jaune dans sa voiture. Et en France, on a multiplié les ronds-points. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont dû gagner de l'argent à construire des ronds-points, donc il y a des ronds-points partout. Donc, vous mettez votre gilet jaune et vous êtes sur le rond-point. Bon, et ça a créé un bazar pas possible, mais c'était imprévisible. Et le prochain mouvement, il sera imprévisible. Je ne sais pas si ils iront chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Il n'est pas à Versailles, mais à l'Élysée aujourd'hui. Ça peut arriver. Bon. Pendant la crise des Gilets jaunes, on sait que le président a eu chaud, il a eu peur, en tout cas, ils avaient prévu son exfiltration de l'Élysée. Enfin, c'était. Et voilà. Alors là, est-ce que ça prendra cette forme-là? Est-ce que ça prendra une autre forme? Moi, j'en sais rien. Hein. Je crois que ça prendra pas les formes classiques, pour des tas de raisons en particulier, parce que les vieilles formes d'organisation sont mourantes. Hein. Bon, les syndicats ont encore un petit rôle, mais ils n'ont plus du tout la force qu'ils avaient avant. Hein. Aujourd'hui, les plus grands syndicats, ils sont à 500 000 adhérents. Ça fait pas beaucoup, hein. 500 000. Voilà. Donc, quelle forme ça prendra, j'en sais rien, mais je pense qu'à un moment donné, la situation devient si intolérable qu'il se passera quelque chose. Et Voilà. justement, en parlant d'action, est-ce que vous pensez que une manifestation sans violence, et là-dessus je ferai écho à une question du chat, est-ce qu'une manifestation sans violence, selon vous, est réellement efficace? Ah ben oui, il n'y a que ça. Hein. Ceux qui cherchent la violence, c'est le gouvernement. Ils cherchent la violence. Une partie, alors pas tout, parce que je pense qu'il y a, dans tout mouvement, il y a des excités qui ne savent pas trop bien ce qu'ils font, mais une partie des violences sont évidemment des provocations. Alors je sais bien, on va être complotiste, mais aussi une certaine connaissance de l'histoire montre que Oui. les provocations dans l'histoire, ça n'a pas manqué. Hein. Peut-être qu'on se rappelle que la grande manifestation de 1905 qu'on voit dans le film d'Eisenstein, Cuirassé et Potemkin, elle est menée par le Pope Gapone, et le Pope Gapone est un agent de la police politique tsariste. Il est payé par le Krana. Donc, c'était une provocation. Là, il se trouve que la provocation a échappé aux provocateurs, ça arrive de temps en temps, mais globalement, je pense que ça. Je crois qu'il faut à tout prix empêcher les manifestations violentes. La violence des Gilets jaunes, elle n'est pas la violence des Gilets jaunes, elle est venue d'en face. Aujourd'hui, la violence, elle vient majoritairement des équipes de la. On a une police de guerre civile, vous avez vu les photos, c'est absolument incroyable. Les Robocop serrés avec du matériel de guerre, on a maintenant des blindés pour disperser les manifestations, on a toutes sortes de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Là aussi, la doctrine de l'ordre public a changé au cours des 20 dernières années. Hein. Voilà. Oui. Et donc, je pense que par rapport à ça, la non-violence est la seule stratégie jouable. Hein. Mais d'ailleurs, pour faire écho à ce que vient, à ce sujet-là, je redirigerai tout le monde vers ce que dit notamment Alexandre Langlois, un ancien syndicaliste, peut-être que vous connaissez, qui justement a vu ce système de l'intérieur en tant qu'ancien policier, et aujourd'hui le dénonce. Il dit réellement hein, que tout vient du gouvernement et que c'est le gouvernement qui Oui. provoque, oui, qui fait provoquer en tout cas
les violences, et les témoignages de policiers vont dans ce sens, évidemment. Par rapport à ce sujet, pour conclure un petit peu sur ce mouvement-ci en particulier, pensez-vous qu'une révolution à la française est possible dans ce climat, dans ce contexte? Peut-être, hein, peut-être, mais je crois que ce qu'il faudrait, c'est trouver quelque chose qui rassemble tout le monde et qui permette de répondre à ce que Laurent Berger a qualifié de crise démocratique. Là aussi, il était très bien, Laurent Berger, quand il veut. Il sort de sa rencontre avec le Premier ministre, il dit on est passé d'une crise sociale à une crise démocratique. Et c'est parfaitement exact. Bon, alors, comment on aurait dû sortir normalement si on avait un gouvernement un peu respectueux du fait que normalement la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Hein. Voilà. Et un gouvernement qui soit pas pris dans ces discours méprisants sur c'est pas la rue qui commande, hein, c'est pas la canaille hein, qui commande ça. Ils font tout pour ressembler à la caricature du bourgeois satisfait qu'on trouvait dans les journaux satiriques du début du XXe siècle. Hein. Bon, normalement, puisqu'il y a un vrai problème, Macron tient sa réforme, qui tranche, c'est pas Macron, c'est pas le Conseil constitutionnel. Il y aurait beaucoup à dire sur ce Conseil constitutionnel, qui n'est pas un Conseil constitutionnel, qui est une assemblée politique dirigée par des politiques, dans laquelle on ne recrute pas les gens par leurs compétences de constitutionnalistes. Et d'ailleurs, ils ne rendent jamais de jugement constitutionnel. Vous pouvez remarquer, voilà. Donc, c'est ni Macron, ni le Conseil constitutionnel qui gouverne, c'est le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande son avis au peuple. Une des revendications, j'en souviens, des Gilets jaunes, c'était référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Bon, il n'y a pas de référendum d'initiative citoyenne. Il y aura peut-être un référendum d'initiative partagée soutenu par 180 parlementaires, mais c'est pas sûr du tout, parce qu'encore faut-il que toute une série de manœuvres soient déjouées pour y arriver. Mais quoi qu'il arrive, la seule solution, c'est que le peuple doit pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations syndicales, notamment, et politiques, en fait, les organisations politiques hostiles à la réforme, c'est la majorité du pays. Hein. Je mets l'ERN et la NUP. Bon, je sais bien qu'il y a tas de gens qui sont consternés qu'on puisse faire ce parallèle, mais si j'ajoute les deux, ils sont largement majoritaires. Bon. Donc, ces organisations politiques, les organisations syndicales, peuvent faire en sorte que les citoyens, nommément sur une liste, disent non, nous sommes contre cette réforme. Donc, il y a une sorte de référendum populaire. On sait. Après, les formes peuvent être trouvées, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ça demande une grande mobilisation, évidemment. Ça demande de sortir de son bureau, ça demande d'aller sur les marchés, d'aller voir les gens, de parler avec eux, voilà, ça demande de faire de la politique, quoi, tout simplement. Mais ça me semblerait une solution, permettre que se tienne un grand référendum, que le peuple dise, voilà, nous, ce que nous voulons, c'est l'abrogation de cette réforme. Voilà. Après, comment ça va se passer réellement, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'il y aura une telle que les organisations traditionnelles organisent un tel mouvement. Hein, ça les sortirait un peu de leurs habitudes, mais ça me semble être la bonne solution. Hein. D'accord. Donc pour vous, en fait, comment s'en sortir? Comment peut-on, nous, en tant que citoyens, s'en sortir? Ce serait en agissant, en faisant des actes politiques, des petits ou des grands actes politiques qui viseraient à, in fine, instaurer un RIC qui ferait dégager tout le monde, quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'après tout, c'est quand même le peuple qui décide à la fin des fins. Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme dit que la souveraineté réside essentiellement dans la nation, c'est-à-dire nous, et que même le grand constitutionnaliste du général de Gaulle, Michel Debré, qui n'a pas toujours fait partie des gens que je vénérais particulièrement, mais Michel Debré disait bien que la démocratie, c'est le conflit, et quand il y a conflit, en dernière analyse, c'est le peuple qui tranche. De Gaulle s'est tenu relativement à ça.
Euh, à chaque fois qu'il y avait une consultation, il disait soit vous votez pour moi, soit vous votez contre moi, et je m'en vais. Mm. Là, il disait ouais, il nous fait du chantage. Mais non, il avait conscience que la Constitution lui donnait des pouvoirs considérables et que le seul contre-pouvoir existant, c'est le pouvoir du peuple. Hein, parce qu'on a vu que l'Assemblée ne peut pas être un tel contre-pouvoir. Voilà. Et je pense qu'il sait qu'il faut venir, le pouvoir du peuple. Alors, justement, aux totales antipodes des intérêts du peuple, que pensez-vous du grand patronat et des gens comme Bernard Arnault, selon Lord Zuri dans le chat? Deux, je Qu'est-ce que vous pense en pas pensez? grand-chose. Hein. Ah, Non, je pense pas grand-chose. D'abord parce que on se fixe bon, sur une personnalité. Alors Bernard Arnault, hein, mon ami Bernard, comme dit François Ruffin, qui est très drôle sur Arnault. On aime beaucoup François Ruffin. Bon, c'est le représentant d'une classe capitaliste. Mais cette classe capitaliste, elle va bien au-delà d'Arnault. En fait, on pourrait toujours retirer Arnault, lui prendre tous ses sous, ça ne changerait rien. Parce que, en vérité, si vous regardez bien, les propriétés de cette poignée d'oligarques, hein, Arnault, Bettencourt, etc., ça représente qu'une partie très minoritaire de la capitalisation de la place de Paris. Qu'est-ce qui représente la grande masse de la capitalisation de la place de Paris? C'est les fonds d'investissement, dont un certain nombre de fonds souverains, de fonds de pension, etc. C'est-à-dire que, à la limite, on a un capitalisme sans capitaliste. Bon, alors évidemment, il faut des capitalistes parce que le système ne peut pas fonctionner de façon si désincarnée que ça. Donc, on a des capitalistes qui représentent, qui sont le capital incarné, enfin, qui en sont oui, l'incarnation. On a ce genre de capitalisme, mais c'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système dans lequel tout argent investi a pour but l'accumulation du capital. Et ça, Bernard Arnault n'en est pas le responsable de ce point de vue-là. Il fait comme tout le monde. Il fait comme tout le monde. Un fonds de placement, il place son argent, il attend quoi? Le meilleur retour sur investissement. Donc, que le capital soit accumulé. Voilà. Les fonds de pension, par exemple, ça fonctionne comme ça. Je ne sais plus où on en est maintenant, mais je me souviens, jadis, il y a ça très 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 longtemps, je travaillais à une entreprise qui s'appelait France Télécom. Hein. Voilà. Quand France Télécom a été privatisée, son principal actionnaire étranger, c'était le CalPERS. Et le CalPERS, c'était le fonds de pension des personnels de l'État de Californie. Voilà. Alors le CalPERS, qu'est-ce qu'il fait le CalPERS? Il gère l'argent qu'on lui a placé. Il essaie d'en tirer les meilleurs rapports pour pas que, comme beaucoup de retraités, leur fonds de pension s'effondre et qu'ils se retrouvent le bec dans l'eau. Le CalPERS, il veut que ça rende. Alors, comme le CalPERS voulait quelque chose de sûr, il n'a pas fait trop de spéculation, il cherchait des entreprises solides, avec un rendement relativement régulier. Mais voilà, c'est ça. Et le capitalisme, ça fonctionne comme ça. Ça n'est pas Marx avait déjà fait cette remarque, il dit en fait, tout le système capitaliste tend à ne plus être capitaliste. C'est-à-dire que les capitalistes ne jouent qu'un rôle secondaire. L'homme capitaliste, le capitaliste avec chapeau de forme et gros cigare, celui de la caricature, celui-là, il joue qu'un rôle secondaire. Ce qui joue le rôle fondamental, c'est la mécanique du capital. Il dit même que le capital, c'est un grand automate. C'est-à-dire qu'il tourne tout seul. Et je crois que c'est ça le fond de la question. Alors, moi, je veux bien dire du mal de Bernard Arnault. J'ai pas spécialement de sympathie pour Bernard Arnault, ni pour Madame Bettencourt, tout ça, mais je pense qu'il y a une manière peut-être de pas saisir l'essentiel. De pas saisir l'essentiel. Voilà. Oui, donc, est-ce que Marx, vous pensez que, imaginons que demain, une initiative populaire naisse et qu'elle soit en faveur du boycott des grands groupes, des amis du gouvernement, etc. Est-ce que, selon vous, ça serait efficace, ça serait digne d'intérêt ou pas? les grands groupes, on est dedans, hein. Les boycotts, qu'est-ce qu'on va boycotter? Les médias, par exemple. Oui, les médias, bon, ça c'est pas compliqué, mais je crois qu'on est déjà beaucoup à boycotter les médias. Moi, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, voilà, donc je les boycotter les médias. Je suis abonné à un journal à peu près, c'est ce journal local.
Je suis abonné au Monde diplomatique et à mon journal local Lyon Républicaine. Bon, donc autrement, je boycotte les médias et ça sert pas à grand chose tout ça. Je crois qu'il faut. Ce qui est vraiment utile, c'est de s'organiser, de renouer des communautés de base, des groupes sociaux, voilà, refaire du tissu social, retrouver de la solidarité et sur le long terme, sur le long terme. Bon, ce que faisaient un peu les syndicats, mais les syndicats d'antan, par exemple, quand est née la CGT, avec les bourses du travail, une bourse du travail, c'est un endroit dans lequel non seulement vous preniez votre carte du syndicat, mais vous pouviez trouver de la formation, on faisait des cours de formation professionnelle, on vous aidait à trouver du boulot, etc. Donc il se créait tout un réseau qui tendait à encadrer toute la vie des ouvriers. Bon. Et c'est ça qui a disparu. Aujourd'hui, tout le monde est complètement éparpillé, chacun dans son coin. C'est très difficile de refaire du mouvement social en quelque sorte. Hein. D'accord. On a peut-être des bonnes raisons d'être méfiant vis-à-vis des syndicats, des partis, tout ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse un grand parti, je sais pas, on pourrait l'appeler parti socialiste si on veut, mais un grand parti des travailleurs dépendants, donc les salariés, puis les travailleurs indépendants. Non, parce que les travailleurs indépendants, ils en bavent comme tout le monde. Voilà, le plombier, le carreleur, tout ça, qui viennent travailler chez vous, ben, ils en bavent comme tout le monde. D'ailleurs, ils sont très en colère souvent. C'est très marrant, ça aussi, quand on parle des gens très tranquilles qui disent la prochaine fois je sors et on va casser. Voilà. C'est surprenant que vous n'auriez pas imaginé d'avoir en face de vous un casseur, mais si c'était le cas. Et voilà, ce qui nous manque, c'est de retrouver là-dessus, si vous me permettez, Mélenchon a fait une faute terrible. Il avait entre les mains en 2017, il avait toutes les cartes. Outre le fait que c'est un bon orateur, mais ça c'est secondaire, il avait une ligne qui n'était pas idiote, qui était de dire c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est le pays. Hein, et on va tous se réconcilier, etc. Il y avait une ligne nationale, patriotique, socialiste à l'ancienne, laïque, tout ça. Il n'y avait qu'une chose à faire après 2017, c'est de dire, ben voilà, maintenant on a raté cette fois-ci, on va faire un grand mouvement. Donc dans toutes les villes, vous faites des assemblées. Vos assemblées, vous élisez des délégués, vos délégués vont faire le conseil national de ce nouveau parti. C'est pas sorcier ça. Mais c'est précisément ce qu'il n'a pas voulu faire. Pourquoi il a monté un truc qu'il appelait mouvement gazeux. Alors, parce que je sais pas pourquoi, je ne vais pas rentrer dans la psychologie de Mélenchon, je le connais bien, pareil. Bien sûr. Non, mais est-ce qu'il y avait une certaine raison qui le pousse à ne pas agir dans ce sens, selon vous? Mais parce il aurait perdu le contrôle, hein. Ouais. Tout simplement. Si vous dites aux gens, venez discuter, voter, et c'est vous maintenant qui êtes les patrons, bah, le chef, il a perdu le contrôle. Mais Mélenchon a une théorie, hein, il a piqué ça chez Chantal Mouffe. Alors maintenant, il s'en défend. Mais voilà. Cette théorie, c'est l'idée que aujourd'hui, il peut y avoir le peuple derrière un chef. C'est un caudilliste, hein. Ses rapports avec un certain nombre de dirigeants latino-américains, c'est pas du tout parce qu'il aimerait les régimes autoritaires, non, c'est parce qu'il pense fondamentalement que la seule chose qui peut changer les choses, et c'est un mouvement de type populiste au sens latino-américain, c'est-à-dire un peuple un peu amorphe derrière un chef. Voilà. Et je pense que ça, il a peut-être pas fait une grave erreur, parce qu'en réalité, c'est peut-être ce qu'il voulait. Si vous lisez, par exemple, ce qu'il a écrit en 2015, ça s'appelait L'ère du peuple, il y a déjà tout ça été dedans. C'est l'inverse de ce que je pense. Voilà. D'accord, alors on va reprendre une question du public qui va parler de révolution, hein, une fois n'est pas coutume. Selon Alain Soral, une révolution ne peut se faire sans la classe moyenne supérieure, aisée, ainsi qu'une partie de la bourgeoisie et du patronat. Est-ce vrai, selon vous? Peut-être. Non, il faut que
et ça, c'est aussi le côté un peu dramatique de la situation. Les mouvements ouvriers révolutionnaires à l'ancienne s'appuyaient sur la conscience malheureuse de la bourgeoisie, hein, pour parler dans les termes de Hegel. C'est-à-dire de toute cette partie des intellectuels qui se sentaient en contradiction entre leurs idéaux et la réalité qu'ils avaient sous les yeux. Typique intellectuel à conscience malheureuse, Karl Marx. Engels, fils du patron, Engels, de la Engels und Barmen, qui était une société multinationale du textile, hein, à cheval sur l'Allemagne et sur l'Angleterre. Voilà. C'est des gens qui, et ça on a vu ça dans tous les pays, hein, je sais pas si vous prenez par exemple l'Italie, à l'origine du mouvement ouvrier italien, vous avez des ouvriers en lutte, comme partout, puis vous avez un paquet d'aristocrates, d'intellectuels qui viennent de l'aristocratie, des gens qui détestent la bourgeoisie, parce que eux, c'est des aristocrates, ils trouvent que ces bourgeois sont vraiment des gens mal élevés. Bon, et vous voyez bien ça dans les films de Visconti, par exemple. Voilà. Et donc, il faut toujours qu'il y ait ça. Hein, s'il n'y a pas... Et là, aujourd'hui, on se demande où est passée la conscience malheureuse de la bourgeoisie. Voilà. La conscience malheureuse de la bourgeoisie, elle est aux abonnés absents. Et pourquoi? La seule chose qui la remplace. Alors, ça, c'est la thèse de mon ami Diego Fusaro, philosophe italien, hein, qui dit, en gros, il dit, il y a trois phases du capitalisme. Il y a un capitalisme qui se pose lui-même, c'est la première phase, hein, 17e, 18e. Il dit, il y a un deuxième, un capitalisme dialectique, c'est-à-dire un capitalisme qui se fait lui-même sa propre contradiction, donc sa conscience malheureuse. Puis il dit, aujourd'hui, on est arrivé au capitalisme absolu. Il dit, il n'y a plus de classe capitaliste, il n'y a même plus de classe ouvrière, il y a une oligarchie financière et en face une plèbe. Bon, alors ça donne pas des révolutions. Hein. S'il a raison, il n'y a pas de révolution. Rome a vécu comme ça. Hein. Ça se termine pas par une révolution, Rome. Ça se termine par le fait que les gens d'à côté disent bon, on va rentrer. Hein. Et donc c'est les Goths en tout genre qui rentrent dans l'Empire romain et qui vont le régénérer d'un certain point de vue. Hein. Voilà. Bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Pourquoi la conscience malheureuse disparaît? Faut peut-être demander. À qui on pourrait demander alors? Comment? À qui pourrait-on demander si c'est ça? Je sais pas. Moi, j'ai je pense pas. Moi, je suis un conscient malheureux. C'est pas que je sois un capitaliste. C'est comme je suis quand même un intellectuel dans la classification. Je ne partage pas du tout le monde dans lequel je vis, qui me fait horreur à bien des aspects. Hein. Voilà. Mais il y a toute une partie de l'intelligentsia qui s'est complètement décomposée intellectuellement et moralement. Ça, c'est un fait inquiétant des dernières décennies aussi. Je sais pas. Le niveau actuel de l'université est affligeant quand même. Affligeant. La manière dont toutes sortes de calembredaines se sont emparés de nos universitaires, je pense à l'écriture inclusive, à la bienveillance, à la théorie du genre, etc., etc. C'est tout à fait hallucinant. Et en même temps, vous avez une baisse du niveau moyen. J'ai un ami qui me faisait remarquer, il disait, on est en train de se caler sur les standards américains. Et les standards, la recherche, c'est de citer les derniers bouquins et de se débarrasser de tout le passé. Et effectivement, c'est débarrasser du passé. Donc on a une intelligentsia, une médiocrité sans nom. Hein. Je sais pas, moi j'ai du mal à m'y retrouver. Et donc, est-ce que la faiblesse de cette intelligentsia mêlée, puisqu'elles sont liées à la faiblesse de notre système éducatif, n'est pas quelque part liée aussi au climat social qui est de plus en plus anti-gouvernemental pour le coup, et qui pousse quelque part à une révolution. Est-ce que la fin des grands intellectuels, des grands leaders de pensée, n'est pas liée à un climat social délétère et une révolution qui grimpe, enfin en tout cas une insurrection qui grimpe? Oui, je sais pas, oui. Comme d'habitude, hein, ils ont peur, hein, Ouais. nos grands intellectuels. Vous avez vu au moment des Gilets jaunes, hein, Ah oui. ils se sont mis tous à parler
comme les bourgeois pendant la Commune de Paris. Hein. La socialiste George Sand, par exemple, disait pique-pente de cette canaille. Bon, voilà. Et ils ont fait la même chose. Hein. On les a tous vus. Il y aurait sûrement d'ailleurs un florilège à faire, comme on avait fait un florilège des positions des Flaubert, Ducamp, etc. On pourrait faire ça pour nos intellectuels d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ils ont la trouille, ça c'est vrai. Ils ont la trouille parce que, au fond, ils ont plus de courage. Pourquoi ils ont plus de courage? J'en sais rien, moi. C'est peut-être parce que la bourgeoisie classique, elle avait encore un avenir. Elle se pensait une classe porteuse d'avenir. C'est pour ça qu'elle entretenait aussi une certaine forme de défense de la culture, par exemple. Hein. Et donc ça entretenait aussi des mouvements révolutionnaires. Hein. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. Ça me fait penser à un petit récit de Régis Debray qui rencontre Georges Sancoun. Et ils sont en train de discuter tous les deux. Ils se demandent comment ça se fait qu'eux, qui ont fait des classes préparatoires supérieures, c'était des cagneux tous les deux, qui ont appris le latin, le grec, etc. Pourquoi ils étaient devenus révolutionnaires? Ça semble bizarre. Et finalement, ils arrivent à tomber d'accord sur un point, ils sont devenus révolutionnaires à cause de ça, précisément. Parce que il faut aimer le passé pour pouvoir être révolutionnaire. Or, aujourd'hui, on n'aime plus le passé. On a décidé de s'en débarrasser du passé, dans les études en particulier. Hein. Voilà. Le latin a pratiquement disparu à notre système scolaire. Oui, effectivement. Oui. Pratiquement. Et depuis très peu de temps d'ailleurs. Hein. Depuis très peu de temps. Oui, tout à fait. C'était très très vite. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est et l'interdit qui est de la part d'une partie de la classe dominante, des gens qui vont s'en détacher et vont se dire oui, bon, on va pouvoir on va peut-être essayer de faire autre chose. Ouais, nous couper de nos racines pour nous désenraciner, oui, totalement. Oui, le déracinement. Un très beau livre de Simone Veil qui s'appelle L'enracinement, justement. Oui, ou même François Mitterrand en parlait aussi en son temps, hein, oui, comment savoir parler latin, oui, mais savoir rien que les notions de latin, afin de savoir quelle langue on utilise et qui nous sommes, quelque part. Oui, puis aussi, cette histoire, elle nous a formés. Hein, oui, totalement. Quand on lit Cicéron, on apprend des tas de choses sur la politique. Quand on lit la guerre des Gaules, bon, Jules César, il fait un peu sa propagande, mais quand même, c'est vraiment quelque chose qui vous forme l'esprit. Voilà. Et cette formation-là ayant disparu, ça devient difficile. Quoi. Et alors, au vu de la perspective, au vu de ce qui se passe réellement depuis quelques années, j'ai envie de nous livrer à un petit peu de prospective. Qu'est-ce que vous attendez dans les prochains mois, d'une part, et dans les prochaines années, ensuite, compte tenu de ce qui se passe actuellement en France, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être un sursaut. Voilà. Qu'on se dise ça ne peut plus durer. Ça commence à bien faire. Je pense que là, on est au bord. Qu'est-ce qui va le cristalliser? J'en sais rien. Ça, franchement. Et puis, à plus long terme, la question qui nous est posée, on est devant des questions très compliquées. Hein. D'abord, pour nous, Européens, alors je dis pas qu'on est sorti de l'histoire, mais enfin bon, notre passé glorieux est derrière nous. Hein. Et ça, l'histoire s'écrit et puis nous la regardons. Oui. Et puis, parce que la loi du nombre finit toujours par s'imposer. Hein. Voilà. En face, l'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Et aujourd'hui, les principales puissances s'appellent la Chine, l'Inde, et bientôt d'autres. Hein. L'Afrique
qu'on nous peint régulièrement comme un problème catastrophique, etc. C'est une situation difficile en Afrique, ça n'en disconvient pas, mais beaucoup de pays africains sont en train d'essayer de s'affirmer aussi. Il apparaît dans tous ces pays une classe moyenne qui commence à se développer, et puis, je sais pas, récemment, j'entends que la Tanzanie va mettre sur pied son propre réseau de satellites, avec l'aide des Chinois, qui les ont aidés à faire des petits satellites. Et à quoi la Tanzanie se sert des satellites? C'est tout simplement pour connaître l'état des sols et l'état des pluies, la pluviométrie, etc. C'est des choses très utiles quand on fait de l'agriculture. Et ça, vous voyez, la Tanzanie, qui pense à la Tanzanie? Personne. Mais le problème, c'est que ces pays-là sont en train de s'affirmer. Je pense le Sénégal, par exemple, c'est évident que c'est un pays qui est en ascension. Hein. Donc, voilà, donc l'Afrique. Le Nigeria également, oui. Le Nigeria, oui, bien sûr, parce que le Nigeria, c'est une source de problème, mais c'est aussi un pays riche, hein, le pétrole et puis tout ce qu'il a. Je crois que le Nigeria, j'en parlais avec Romain Migus lors de ma dernière émission sur Twitch. Le Nigeria a fait une demande pour rentrer dans les BRICS, alors pour rentrer en tant qu'observateur. Oui. Mais ça veut dire beaucoup sur le statut de l'Afrique dans le prochain bloc des BRICS, quelque part. D'ailleurs, il y a paradoxalement quelque chose qui montre que le Nigeria est entré dans la modernité, c'est qu'ils ont des mafias. Ils sont comme tout le monde. Les plus fortes mafias, oui, d'ailleurs. Ouais, non, mais, et là, donc, pour nous, Européens, les choses vont être plus difficiles. Hein. Et si nous avons une possibilité, je pense toujours à ça, vous savez, les Romains ont été battus par les barbares, mais au fond, les barbares se sont mis à parler le latin et ils ont fini par sauver, avec l'aide de l'Église catholique, faut bien le dire, sauver la culture ancienne. Donc, eh bien, je pense que tout ça peut se faire aussi. La Chine, par exemple, ne méprise pas du tout la culture des Européens. Hein. Pas du tout. Si vous voulez avoir regardez par exemple les virtuoses en musique classique qui viennent de Chine, de Corée, etc. maintenant. Et puis, on s'intéresse à la littérature française en Chine. Hein, il y a de bons cours, paraît-il, sur Flaubert à l'université de Shanghai. Voilà. Les Chinois ont parfaitement compris que ils ont besoin, pour leur nouvelle puissance, d'assimiler toute la culture humaine. Donc ça, moi je trouve ça c'est le côté positif après tout. Nous allons peut-être passer le relais. Voilà. Faut l'espérer. Hein, faut espérer qu'on sera capable et assez sage pour passer ce relais, qui sera aussi notre manière de survivre à nous. Hein. Voilà. Il n'est pas sûr qu'on soit assez sage pour ça quand même. Hein. Quand je vois ce qui se passe du côté de l'Ukraine, des moments on se demande déjà ils veulent l'emporter. Pas sûr qu'on laissera nos intérêts, enfin que les dirigeants laisseront leurs intérêts partir dans les mains chinoises, effectivement. Je pense que il y a beaucoup de questions, alors j'aimerais les traiter en temps et en heure. Il est 19h13, donc il nous reste environ un quart d'heure, 20 minutes. À part si vous avez quelque chose qui vous revient en tête qui vous est revenu en tête au fil de l'entretien, je vais vous proposer de passer aux questions du public si ça vous va. D'ailleurs, merci à Ogma57 d'avoir offert un sub. Merci beaucoup. J'ai vu passer que toi, Ogma, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait, excuse-moi. Si quelqu'un d'autre l'a fait, merci aussi. Merci beaucoup à cette personne. En attendant, voilà, je suis les yeux rivés sur le chat. On va commencer les questions du public. Alors, si vous avez des questions qui sont arrivées, n'hésitez pas à les poser. Monsieur Collin la décryptera et donnera son avis expert sur la question. Première question de Al-Sardes. Vous pensez que l'avenir de la science et de la technologie est aujourd'hui d'asservir sous couvert de perfectionnement l'homme? Ou vous êtes plus optimiste à ce sujet? Non, je suis pas très optimiste. Vous savez, on dit qu'un pessimiste est un optimiste bien informé, donc j'ai pas de raison d'être très optimiste. Je pense simplement que les choses sont pas jouées malgré tout, car je prenais une autre citation de Gramsci cette fois, il disait qu'il faut allier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je crois qu'il a raison, le camarade Gramsci. Voir clairement ce qui nous menace me semble indispensable.
même en tordant le bâton. Euh, voilà. Euh, il faut exagérer. Et j'essaie d'exagérer pour qu'on voit ce qui est en cours. Après, on peut quand même espérer qu'on survivra à tout ça. D'abord parce que on va se rendre compte que tout le discours technoscientifique est largement du pipeau. Enfin, il y a une part d'imposture de tout ça. Mm. Je sais pas, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, je travaille sur les neurosciences. Voilà. On prétend que les neurosciences vont nous permettre de comprendre exactement comment se forme la pensée humaine. Voilà, tout ça me laisse très, très pantois, surtout quand je vois que dans le même temps, neurosciences ou pas, on est toujours à peu près incapable de soigner sérieusement les cancers qui touchent le cerveau. Il y a des tas de cancers qu'on soigne très bien aujourd'hui. Les cancers du cerveau sont très, très rarement bien soignés. On s'en sort mal. Bon, ce qui prouve qu'on ne connaît pas si bien le cerveau que ça, et on n'est pas capable d'intervenir dessus, et que donc notre science est loin d'être cette science triomphante dont on nous parle. On a vu l'épisode Covid. L'épisode Covid a démontré la faillite, en fait, de toute une bureaucratie scientifique. Voilà. Donc, au bout d'un moment, les imposteurs, ça se voit. Et donc, il est possible qu'on ne se laisse pas complètement emmener là-dedans. Les forces dominantes sont quand même celles qui utilisent les technosciences comme moyen de contrôle. Je crois que c'est là qu'il y a le danger essentiel de contrôle. La Commission européenne propose et fait la promotion d'un petit gadget proposé par Thales, hein, qui serait une sorte de portefeuille où il y aurait absolument tout ce qui nous concerne. Ouais. Nos papiers, voilà. C'est-à-dire que vous avez ça, on vous contrôle, je sais pas, au hasard, on s'aperçoit que tiens, il vous reste plus que 2 points de permis. Je vous avais fait déjà un mauvais sujet. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle absolument fabuleux qui se met en place. Et la Chine, de ce point de vue-là, est à l'avant-garde, mais aujourd'hui, tous les gouvernements sont en train de suivre la même voie. Hein. Le gouvernement français, comme les autres. Le contrôle, c'est leur obsession. Ça, c'est l'aspect le plus dangereux que je vois. L'autre aspect, c'est effectivement la tentative de fabriquer des humains normés. Voilà. Qui se fait de plus en plus avec les techniques de la PMA, avec... il y a des techniques qui sont utiles dans la mesure où elles pallient les insuffisances reconnues, mais on n'a pas besoin de faire plus. On n'a pas besoin d'essayer de fabriquer des humains dont on modifiera le génome en vue de l'améliorer. Voilà. Ça, je pense que ça, c'est l'aspect qui me rend pessimiste. Ouais, voilà. Sachant qu'on voit que on peut espérer que tout ça finira par se voir. Bah, c'est ce qu'on souhaite, de toute manière, ça ne peut finir que mal, cette histoire. Prochaine question de l'AIR 1390. L'abrogation de la loi retraite peut-elle être réalisée via le Parlement? Oui, absolument. Elle pourrait. Parce que le Parlement, il y a quand même une chose très curieuse dans cette loi retraite. La loi qui a été promulguée n'est pas la loi qui a été adoptée. Parce que quand les LR ont rencontré Madame Borne, ils avaient des revendications pour se rallier à la loi et pour ne pas voter la censure. Hein. Et ces revendications, il y avait par exemple le CDI senior dedans. Et comme par hasard, le Conseil constitutionnel valide la loi sans le CDI senior. Autrement dit, et puis un autre aspect, autrement dit, la loi qui a été validée par le Conseil constitutionnel n'est pas celle sur laquelle LR et macronistes s'étaient mis d'accord. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un hold-up complet. Moi, si j'étais LR, je serais furieux. Je demanderais immédiatement une réunion du Parlement pour rediscuter de ça. Et puis, je proposerais une motion de censure, parce que là, ils se sont foutus d'eux. Complètement. Bon, et ben voilà. Donc, ils pourraient. Bon, alors, évidemment, là, je rêve d'un monde dans lequel les parlementaires LR auraient encore un peu de dignité. Ça, c'était avant la dignité. Ah bah oui, là, c'est un peu compliqué en ce moment, effectivement. Et sûrement pour le futur également. Justement, à ce sujet, question de Séphira. Qui après Macron?
Alors, je ne sais pas si on me demande une prédiction. Oui, prédiction, bien Si sûr. on me demande mon avis, j'ai envie de dire personne. Parce que la présidence de la République, type 5e République, c'est une catastrophe. Il vaudrait mieux s'en débarrasser au plus vite et revenir à un régime purement parlementaire. Voilà. La, la tendance naturelle de cette présidence de la 5e République, c'est une tendance monarchique. Moi, je suis républicain, je suis pas monarchiste. Donc, l'idéal serait une nouvelle République qui se débarrasserait de cette présidence de la 5e République avec tous ses pouvoirs, parce que c'est quand même une négation des principes de base. Le président contrôle l'Assemblée, de fait, puisqu'il a dissous quand il en a envie, et de toute façon, l'Assemblée a été élue grâce à l'inversion du calendrier électoral et à l'entourloupe Jospin-Chirac de 2002, de telle sorte que il est en gros une assemblée à sa botte. Voilà. Donc, pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le judiciaire est aux ordres. Alors ça, je veux dire, oui. Ça fait pour beaucoup de doutes. Donc, il n'y a pas les principes de la République ne sont pas respectés. La Déclaration des droits de l'homme se termine en disant que là où la séparation des pouvoirs n'est pas garantie, il n'y a pas de constitution. Eh bien, il n'y a pas de constitution pour nous. Et qu'est-ce que vous changeriez dans cette 6e République, de fait? Qu'est-ce qui serait différent? D'abord, je supprime l'élection du président de la République au suffrage universel. On peut garder un président si on veut, pour inaugurer des chrysanthèmes, ou pour, je sais pas, dire, je constate que la majorité, c'est Tartampion, donc je l'appelle Premier ministre, et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Hein, voilà. Après, il y aurait beaucoup, donc on supprime du même coup l'article 16, le 49.3 et toutes sortes de... On revient à une démocratie parlementaire. Et pour ça, il faut rebattre les cartes, c'est-à-dire qu'il faut permettre que tous les courants existants dans ce pays puissent être représentés justement au niveau de l'Assemblée. On me dira, ça va être le foutoir, pour parler impoliment. Eh bien, c'est pas grave, parce que la démocratie, c'est ça. C'est qu'on débat. Et on peut être d'accord sur un point et pas d'accord sur l'autre. C'est un monde infernal dans lequel on est. Je vais prendre un exemple. Puisque les comités citoyens, là, le grand dada de Macron, propose une loi sur l'euthanasie. Bon. Eh bien, moi, si j'ai à voter une telle loi, je voterai avec François-Xavier Bellamy et quelques autres contre. Parce que je suis contre l'euthanasie légalisée. Voilà. Et ça n'empêche pas que sur d'autres questions, je pense que François-Xavier Bellamy est moins socialiste que moi. Donc on se retrouverait pas. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des blocs figés une fois pour toutes, où tout le monde vote le petit doigt sur la couture du pantalon, avec ou contre le chef. Donc voilà, c'est ce système-là dont il faut sortir. Il faut revenir à une démocratie parlementaire où l'on puisse débattre, et débattre des grandes questions, parce que là, on fait débattre qui? On fait débattre une commission Théodule, 2 gens choisis par le pouvoir. Ça peut pas aller, ça. Donc voilà, je pense que moi je suis un parlementariste. D'accord, ouais. Résolu. Très bien, et bien parfait. D'ailleurs, j'ai vu sur le live Twitch qu'on a reçu un host de Déchetterie. Merci beaucoup à Déchetterie et aux personnes qui le suivent. 129 personnes quand même. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés sur le chat. Prochaine question, il en reste 2. N'oubliez pas encore de poser vos questions si jamais vous en avez. On va essayer de les traiter assez rapidement. Prochaine question de Turbo Dragon 2000. Bonjour, je suis nouveau. Depuis la réforme des retraites, je me pose beaucoup de questions sur la politique. Qu'en penserait Aristote, l'un des seuls qui ait connu la démocratie pure? Alors, pure... Aristote fait la théorie de la démocratie alors qu'elle commence à battre de l'aile. Et en plus, c'est comme une démocratie très limitée, hein, on va dire. Mais, elle est limitée aux citoyens mâles. Ça fait quand même une petite partie, parce que vous avez tous les esclaves qui sont exclus, les métèques, ça fait beaucoup de monde. En gros, la démocratie athénienne, c'est 10%. Voilà. Alors, qu'est-ce que pensera Aristote? Aristote, je suis pas sûr qu'il penserait beaucoup de bien de notre situation. Hein. Ça, c'est autre chose, parce que pour lui,
le gouvernement de la cité, c'est le gouvernement pour le bien commun. C'est ça le fond de la question, chez Aristote. Alors il dit il y a plusieurs solutions possibles pour le bien commun, plusieurs formes de gouvernement possibles, mais ce qui caractérise le gouvernement juste, c'est un gouvernement qui ne gouverne pas pour lui-même, mais pour le bien de tous. Alors Aristote imagine que par exemple une monarchie pourrait être un bon gouvernement, parce qu'il, par exemple, un père de famille, normalement, il s'occupe du bien de ses enfants. Bon, mais il n'est pas si naïf que ça. Il sait bien que quand vous avez mis un homme au pouvoir, il va avoir tendance à gouverner pour lui. Donc, il va devenir un tyran. Bon, ça, on voit ça, nous, hein, la transformation du président monarque en tyran. Bon, alors il dit, l'autre solution, c'est une aristocratie, c'est-à-dire un gouvernement des meilleurs. Hein, c'est ça ce que veut dire le mot aristocratie. Ceux qu'on a élus. Hein, ceux qui sont élus, c'est parce qu'ils sont... c'est comme les saints, quoi, c'est les meilleurs. Bon, mais Aristote dit c'est pareil, là. Hiérarchie. Et ce qu'il faut, dit-il, c'est le gouvernement, non pas démocrate, mais un gouvernement, il l'appelle d'un mot grec, il l'appelle politique. C'est-à-dire, un gouvernement politique, c'est un gouvernement des égaux, où chacun est tour à tour gouvernant et gouverné, et où chacun n'a que comme souci la défense du bien commun. Alors là, vous voyez qu'on est très loin de tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un gouvernement des égaux? C'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir. Et un gouvernement qui est motivé par une seule idée, celle du bien commun. Alors ça, faudrait... il y a un peu de travail devant nous, hein, quand même, pour que tout ça retrouve vie. C'est à suivre, hein. Ça peut être une bonne idée. Enfin, c'est sûrement une bonne idée d'ailleurs. Prochaine question. Il y en a encore deux pour le coup, il y en a une qui arrive entre-temps. De Lord Zury. L'intervenant pense-t-il qu'au cours de notre siècle, la France est condamnée à n'être qu'une petite puissance régionale soumise aux États-Unis, à la Chine et à peut-être la Russie? Ah, petite puissance régionale, oui, ça c'est fait. Hein. C'est acté. Au cours du siècle, il y a. Ah bah c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait, il suffit de regarder notre dégringolade dans le classement des PIB. Alors je sais bien que le PIB c'est un indicateur douteux, mais quand même. Notre dégringolade dans la richesse par habitant. Notre dégringolade sur beaucoup d'autres points, par exemple, ça je vais revenir à un de mes dadas qui est l'école. Hein. On avait une des meilleures écoles mathématiques du monde. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués des divers ministres, le premier était Allègre, de sinistre mémoire, eh bien, nous sommes en train de perdre tout ça. Non, la dégringolade, elle est déjà là. Alors, est-ce que pour autant on est condamné à être les vassaux, soit des États-Unis, soit de la Chine, soit de la Russie? De la Russie, j'y crois pas. Hein. Bon. D'abord parce que la Russie, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas le projet d'avoir des vassaux et de faire quelque chose d'équivalent aux États-Unis. Hein. La guerre froide, c'est fini. Et la Russie, ce qu'elle cherche, c'est à consolider ses positions, à vendre son blé. C'est devenu le premier exportateur de blé, c'est ça qui est intéressant. Et puis ses matières premières, dont elle est très riche. Voilà, mais elle n'a pas une ambition impériale. La Chine, c'est un peu différent. La Chine investit beaucoup partout. Bon, et les États-Unis, c'est une puissance en plein déclin. Ouais. Aussi. Biden est lui aussi l'incarnation du déclin des États-Unis. Les États-Unis, leur part dans le commerce mondial n'a cessé de régresser. Ils sont devancés par la Chine dans toute une série de domaines, notamment dans les hautes technologies. Hein. La 6G qui se prépare, ça sera Chine. Dans les domaines des biotechnologies, les Chinois sont encore plus redoutables. Donc, je crois que le déclin américain, il est acté aussi. Hein. Donc, est-ce que nous, on peut tirer notre épingle de ce jeu-là? Ben, je pense que oui. La condition d'abord de regarder ce que nous sommes, de ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, et puis peut-être en reprenant appui sur notre tradition, sur ce que nous avons représenté. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent que le message de la France
France des Lumières, la France des Libertés, tout ça, a encore de la valeur. Malheureusement, nous avons cessé de défendre ce message. Nous passons notre temps à faire des actes de contrition pour avoir beaucoup péché. Nous avons beaucoup péché, j'en dis ce qu'on vient pas, mais enfin, aujourd'hui, le plus important, c'est de défendre notre culture, nos traditions, et je pense que les puissances importantes du siècle y trouveront elles aussi de l'intérêt. Et donc, moi, je suis pas complètement pessimiste sur le cas français, par exemple. On va très mal, mais bon, on a encore des ressources pour s'en sortir. Il y a de quoi faire pour remonter la pente, effectivement. Ouais. Peut-être que ça passera par une 6ème République parlementaire, comme vous le décrivez d'ailleurs. Puis une restauration de l'école, la restauration. Eh bien, parfait. Dernière question. J'aurais voulu avoir votre avis, avant de finir, sur, selon vous, qu'est-ce que le mouvement souverainiste a à jouer dans ce climat et dans ce contexte? Ouais, alors là, on est reparti pour 1 heure. Hein. Dites-nous tout. Alors, je ne sais pas s'il y a un mouvement souverainiste, parce qu'il y a une chose, moi, qui me frappe, c'est que beaucoup de gens sont pour le retour à une certaine souveraineté nationale. Hein. Tout le monde se voit bien, mais les souverainistes, électoralement, pèsent rien. Il y a du monde, par exemple, chez Asselineau, hein, l'UPR, il y a des militants et tout, c'est une vraie organisation, mais elle fait quoi, 1%? Voilà. Et je crois qu'il y a à ça une raison, c'est que le souverainisme tout seul, ça peut pas marcher. Voilà, ça. Et pourquoi? Juste rapidement, est-ce que c'est dû à l'aspect un peu vieillot que cela, ou est-ce que c'est juste que voilà, c'est pas intéressant pour les gens, quoi? Non, c'est que on voit pas la solution. D'accord. La souveraineté, elle est utile si on a un projet politique de transformation sociale. Sinon, ça sert à rien. Je veux dire, si c'est pour se retrouver avec nos capitalistes nationaux, on en a déjà des bons, hein, on l'a vu, des riches, tout ça. C'est pas la question. La vraie question, c'est que la souveraineté, c'est la condition nécessaire pour pouvoir engager un processus de transformation sociale. Si on n'a pas cet objectif-là, la souveraineté devient plutôt un gadget. Voilà. C'est ce que je crains, moi. J'ai de bons amis souverainistes. Hein, j'ai des relations tout à fait amicales avec Georges Kuzmanovic, par exemple. Voilà, on est souvent d'accord. Hein, mais République souveraine, pourquoi faire? Pourquoi faire la République souveraine? Parce qu'il faut une République sociale. C'est-à-dire qu'il faut une République qui garantisse aux individus des perspectives de vie relativement assurées. Et c'est pour ça qu'on est pour la souveraineté. C'est pas pour la grandeur de la France ou pour reconquérir les colonies ou je ne sais quoi encore. Enfin, voilà. Et il y a un certain souverainisme qui s'est un peu auto-intoxiqué en remuant les vieux souvenirs sans répondre aux questions du moment. La question des retraites, souverainisme ou pas, c'est pas Macron qui a décidé, c'est pas l'Union européenne qui a imposé à Macron les retraites, c'est Macron tout seul, comme un grand. Ça arrange l'Union européenne, mais il aurait fallu que Macron s'y oppose. Il avait des moyens, hein, il ne nous a jamais obligés à voter des lois. Donc voilà. Donc souverainisme, oui, mais alors après il faudra en plus que les souverainistes trouvent des points d'accord sur autre chose que le mot souveraineté. Voilà. Est-ce qu'ils sont d'accord sur quelle république on met en place? Bon, moi je sais que si je viens dire dans bien des milieux souverainistes que je suis un parlementariste, ils vont dire ah non, surtout pas. Bon, est-ce qu'on est pour la défense du système social? Alors ça, il y en a beaucoup quand même qui sont pour la défense du système social issu du Conseil national de la résistance. Bon, mais après maintenant on est quand même dans une situation un peu différente. Il va falloir qu'on tranche sur les questions d'avenir. Qu'on tranche aussi, par exemple, sur le... Est-ce qu'on continue, une question qui va fâcher, est-ce qu'on continue le développement économique à la mode 30 glorieuses?
Moi, je pense que ça, c'est fini aussi. Il faut, il va falloir qu'on apprenne à vivre autrement, certainement. Et donc, il faut, pour ça, c'est pas parce que on va pas relancer, faire une relance économique qui nous rendra souverains comme avant. Hein. D'autant que pour être souverain, par exemple, il faudrait avoir, je sais pas, par exemple, un des instruments de notre souveraineté, c'est le nucléaire. On parle de ça, mais le nucléaire, c'est bien. Moi, je suis plutôt pour le nucléaire, mais l'uranium, il est pas chez nous. Hein. L'uranium, il est russe, en bonne partie. Donc, pour être souverain, c'est pas le nucléaire qui va nous rendre souverains. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut changer radicalement le mode de vie, et ça, c'est possible que si on change d'organisation sociale, parce que personne ne voudra changer de mode de vie si c'est simplement pour que on continue à ce qu'une minorité prenne ses jets privés et vive comme des nababs pendant que les autres se serrent la ceinture au nom de la sobriété consentie. Je sais pas comment. Voilà. Donc, vous voyez, si on prend tous les problèmes, la souveraineté pourrait paraître comme un dénominateur commun, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres questions qui sont en cause et qu'on a malheureusement beaucoup de mal à débattre. Voilà pourquoi je ne suis pas certain que l'union des souverainistes soit possible. Bon, moi, Eh bien, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup d'idées nouvelles dans notre entretien qui va se terminer maintenant. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir accordé cet entretien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui déjà nous ont envoyé tant de questions. Je crois que c'est une de mes émissions qui a eu le plus de questions. Donc merci à vous, c'était très plaisant de vivre cet entretien à l'aune de vos questions. J'étais venu au Cercle Aristote à Paris il y a 2018. Ah oui, quand même. 2010. Oui, j'étais venu présenter mon livre qui s'appelait Après la gauche. Eh bien, après la gauche, qui est disponible encore sur Internet, j'imagine. Mais d'ailleurs, par rapport à cette idée de sixième République, ça serait une bonne idée que vous reveniez afin de parler plus en détail de ce que vous pensez, de l'impact que ça aurait, etc. Ça sera intéressant. En tout cas, voilà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont aussi offert des subs. Je les ai déjà nommés tout à l'heure. J'en ai pas vu depuis. Donc, merci à elles et à eux, hein, d'ailleurs. Merci à la régie aussi de l'événement. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, demain 20h, émission sur le Twitch, sur cette chaîne Twitch, à 20h, je crois. À propos des grands hommes, je crois que c'est sur Vercingétorix, d'ailleurs. N'oubliez pas aussi les rendez-vous du lundi au 10 rue Croix des Petits Champs, avec un petit apéro à la fin de chaque conférence qui est superbe. Un très bon cidre, d'ailleurs, je vous le recommande. Et sur ce, Denis, avez-vous un mot pour finir cet entretien? Eh ben, j'étais très content de votre invitation. Voilà. Et je reviendrai volontiers. Eh bien, merci. Le mot est passé. Merci à tous et à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.